Voilà, je crois qu'on a une grande partie des personnes qui vont présenter qui est présente pour nous parler des objets connectés, les wearables, par la Marketing Mobile Association France, à qui je laisse la parole maintenant. Merci. Merci Jean-Éric et bienvenue à cette session qui, je l'espère, va être l'une des sessions phares de ce salon, puisqu'on va parler de wearables, on va parler d'objets connectés et je pense que c'est un sujet on ne peut plus d'actualité. Donc tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Philippe Dumont. Je suis à la fois le président d'une société qui s'appelle Azeton, qui est une plateforme d'A/B testing pour applications mobiles. Mais j'ai surtout le plaisir d'être au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association. J'ai en charge la commission applications mobiles et tablettes, dans laquelle nous faisons beaucoup d'activités. Et un des groupes de travail dans cette commission, c'est justement le sujet de l'IoT, donc des objets connectés, de l'Internet of Everything, comme on dit en bon français. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir un certain nombre de membres de la Mobile Marketing Association qui sont avec moi ici. Et on va essayer de faire un tour d'horizon, je pense, assez large de ce monde du wearable, de quelle est sa place dans l'Internet des objets. Et donc, je vais laisser les différentes personnes qui sont là se présenter. On va faire un rapide tour de table. Une chose qui est assez intéressante en petit clin d'œil, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu l'introduction qu'on avait fait, que j'avais écrite il y a quelques semaines maintenant sur cette table ronde. La première ligne que j'avais écrite, c'est on nous avait annoncé un peu plus d'1 million de watch Apple qui seraient vendus en 2015. Si vous avez entendu les nouvelles de la journée, on a déjà en fait la confirmation qu'il y a plus d'1 million de watch Apple qui ont été commercialisés dans les tout premiers instants de sa disponibilité. Donc je pense que clairement on est en phase d'un phénomène de fond qui je pense va s'accentuer dans les mois et les années à venir. Et donc justement, un des objectifs de cette table ronde, c'est de vous introduire sur ce sujet. Donc je vais laisser la parole aux différents intervenants qui vont se présenter et qui vont vous dire un petit peu leur rapide background et ce qu'ils vont présenter aujourd'hui. Donc Nicolas, je commence par toi. Merci, bonjour à tous. Alors je m'appelle Nicolas Rieul, je travaille pour Dentsu Aegis Network, plus particulièrement pour Amplify, qui est la cellule de trading et d'innovation du groupe. Alors je ne sais pas si vous connaissez Dentsu Aegis, on m'entend ? Un peu plus fort. Je ne sais pas si vous connaissez Dentsu Aegis, c'est un groupe japonais et qui est le troisième groupe de communication dans le monde et qui a notamment en France des entreprises comme des agences médias comme Cara, iProspect, Viseum ou une agence de création digitale qui s'appelle Isobar. Voilà, et je suis mobile stratégiste là-bas, en charge de la stratégie d'achat média mobile. Merci Nicolas. Vincent ? Alors moi je suis Vincent Pilet, bonjour, bienvenue au Hall. Je suis directeur associé de 2 agences différentes. Une première qui s'appelle User Agents qui travaille sur les interfaces, principalement sur le smartphone et puis sur un certain nombre d'autres petits objets qui sont en train d'envahir notre quotidien. Et j'interviens également sur une structure qui s'appelle Joshfire, qui est une agence qui développe et conçoit des objets connectés. Donc là, on passe du côté plus matériel et industriel de la chose. Donc voilà, j'ai cette double casquette, à la fois travailler sur la partie software et sur la partie hardware, qui est l'objet en lui-même. Merci. Louis-Marie ? Bonjour. Alors, vous m'entendez ? Ouais. Moi, je m'appelle Louis-Marie Guillaume. Je suis le président d'une société qui s'appelle Airweb. On réalise des applications mobiles depuis 20 ans, depuis 15 ans. Il y a 15 ans, c'était les opérateurs télécoms qui nous demandaient à créer du trafic puis pour pouvoir les monétiser. Ensuite, c'était les marques et notamment la presse. On a fait L'Équipe, on a fait Libération, on a fait Figaro sur mobile. Et maintenant, on s'attaque au marché, ce qu'on appelle B2B. Et nos dernières réalisations, c'est aussi bien la nouvelle application de Beaubourg que celle de Generali ou que celle de Danone. Voilà. Merci Louis-Marie. Alors, ce qu'on va faire dans la plupart de cette session, c'est faire un petit débat et une petite table ronde. Mais je pense que pour un petit peu planter le décor et illustrer le propos, les différents représentants qui sont ici vont vous montrer, en tout cas pour Nicolas et pour Louis-Marie, quelques slides. Donc je vais leur laisser la parole pour vous illustrer un petit peu le propos dont on va traiter aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe. Voilà, la question des wearables, c'est-à-dire ces objets connectés qu'on a sur soi, qu'on porte, et puis plus largement des objets connectés, c'était comment nous, en tant que marketeurs ou directeurs marketing, comment ça va influencer nos actions publicitaires, nos prises de parole. Est-ce qu'il y a un territoire pour les marques au sein des wearables
c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Ce qu'on suit par contre, c'est de se dire, et ce qu'une marque doit se dire, c'est suivre les usages de ses clients ou de ses prospects. On le voit aujourd'hui avec les mobiles, les usages vont du PC vers le mobile, et donc les marques y vont. Si effectivement on retrouve énormément d'usages sur, par exemple, les montres connectées, il va falloir effectivement se poser la question, est-ce qu'on s'y intéresse, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut y faire, et si on le fait, est-ce qu'on peut le faire bien. Donc sur les usages, on n'a pas encore, c'est vraiment le début, mais par contre on a quelques premières stats qui sont assez prometteurs. Ici, je vous ai mis, on s'est amusé à faire le calcul, c'est les cabinets de Wall Street les différents cabinets de Wall Street, vous voyez, qui ont fait des estimations de vente de l'Apple Watch en 2015. Donc vous voyez, les plus pessimistes mettent 8 millions d'exemplaires et les plus optimistes jusqu'à 40 millions, ce qui nous fait à peu près une moyenne en 2015 de 20 millions d'Apple Watch vendus. On sait que le premier prix est à $349. Donc ce qui est intéressant à faire, c'est le petit calcul qu'on a fait, c'est de se dire qu'en 2015, Apple devrait générer 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec l'Apple Watch, ce qui placerait en fait directement Apple comme le premier horloger au monde. Donc voilà, il disrupte complètement le marché horloger avec des marques qui sont centenaires et qui passent largement tout de suite devant Rolex. Voilà, dès la première année, moi je trouve ça génial. Je ne savais pas si quand j'ai fait le calcul, je me suis dit que c'était assez exceptionnel. Donc déjà ça, on se dit voilà, ça va être a priori un phénomène annoncé. Il faut le suivre, voilà. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Alors il y a déjà des sociétés qui sont positionnées. Je pense à TapSense qui l'a annoncé. C'est une société programmatique américaine et qui propose de l'inventaire Apple Watch, donc qui a créé aujourd'hui qui démarche des éditeurs d'applications Apple Watch et qui va essayer de les convaincre de mettre de l'inventaire publicitaire dessus. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas de jugement de valeur dessus. Est-ce que c'est une bonne communication d'aller mettre une publicité comme ça sur un tout petit écran ou pas? En tout cas, c'est les premiers tests qu'on va pouvoir faire. C'est des choses qui vont être disponibles. Et puis même, sans aller aux États-Unis et attendre la sortie de l'Apple Watch, on va avoir un éditeur français comme News Republic qui déjà faisait partie des 27 applications sélectionnées sur la smartwatch de Samsung et qui proposait déjà ce type de dispositif publicitaire. Donc ça, c'est un peu voilà, du display classique des bannières qu'on pourrait afficher. Par contre, ce qui a sans doute de plus prometteur avec les wearables et plus largement les objets connectés, c'est la data que ça va nous apporter et les possibilités de ciblage finalement. Voilà, on connaît l'adage publicitaire qui dit je veux cibler la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Voilà, on l'entend 1000 fois dans chaque conférence, ça revient, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'on va avoir encore plus de ciblage disponible pour pouvoir le faire. Là, je voudrais élargir un peu plus. Élargir aux objets connectés en général et vous parler de la société Sigfox. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette société, moi je l'ai découvert au Mobile World Congress. Je connaissais pas, et pourtant c'est une société qui a levé 100 millions d'euros il y a 2 mois, même pas. Ça va être sans doute la plus grosse levée de fonds française cette année. C'est l'opérateur des objets connectés. Il se définit lui-même comme le Twitter des télécoms. Là, l'idée, cette société, donc c'est un opérateur qui a mis des antennes et qui diffuse et qui cible, qui couvre déjà 85% du territoire français. Alors comment ils font? C'est simple, ils utilisent finalement le bas débit. C'est la radiofréquence en 800 MHz, donc c'est une très vieille techno, mais qui permet de diffuser finalement très peu de données, donc qui consomment très peu d'énergie, et donc on va pouvoir créer des objets. Et là, je vous ai mis 4 exemples qui étaient présents à Barcelone. J'ai trouvé ça superbe. Là, c'est pour le vol de voiture. Vous avez un petit boîtier qui est pas plus grand que ça et qui permet, avec une pile, d'avoir une autonomie de 2 à 3 ans et qui transmet en permanence sa position GPS. Donc on le met dans son boîtier, c'est totalement autonome. Ici, vous voyez, pour la gestion des ordures, j'ai un capteur qui me dit si mon bac est rempli ou non. Et donc, une société qui s'occupe des ordures dans une ville va pouvoir, en fonction du taux de remplissage, programmer sa tournée. Des compteurs, votre compteur électrique, de gaz, etc., envoie directement et de façon autonome, sans se brancher à du Wi-Fi ou Internet ou quoi que ce soit, des données. Et le dernier, ça je trouve ça absolument fantastique, c'est en ville, des parkings, vous mettez un émetteur et ça vous dit si la place est libre ou pas. On le voit parfois dans les parkings, mais ici c'est de façon autonome. Je ne sais pas si vous savez, à Paris, entre 18h et 20h, 40% du trafic, c'est des gens qui cherchent des places. On peut imaginer une appli qui me dit où sont les places les plus proches.
Là, on s'est éloigné un peu. Tout ça, c'était pour dire, voilà, je vais avoir des millions et des millions de nouvelles données. Est-ce que je vais pouvoir les utiliser pour communiquer? Il y a déjà des premières choses. Il y a Facebook qui a annoncé à sa conférence F8 il y a 3 semaines que Parse était compatible avec les objets connectés. Donc Parse, c'est un outil aujourd'hui de CRM qui permet d'envoyer des notifications push ou de faire de l'analytics quand on développe une application. Ils le proposent maintenant pour les objets connectés. Et dans leur démo, ce qu'on voyait, c'était quelqu'un qui était avec son application Facebook et qui ouvrait sa porte de garage avec son appli Facebook. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir imaginer peut-être qu'on va commencer à utiliser des ciblages publicitaires comme quelle est la température corporelle de la personne, quel est le battement du cœur. Attention, là ça commence à faire un peu peur, mais en tout cas, est-ce que la personne vient de rentrer chez elle et ouvre son garage, donc et je sais qu'elle est chez elle, ou j'ai une voiture connectée et du coup je sais que son niveau d'essence est bas et donc je lui pousse la station la plus proche, etc. Donc c'est sans doute le côté le plus prometteur. Alors il y a des notions de privacy, c'est évident, etc. Mais c'est de se dire, voilà, les objets connectés, c'est peut-être pas les interstitiels et les bannières qu'on a vues tout à l'heure, mais ce qui est sans doute le plus prometteur, c'est toute l'information qu'on va avoir sur l'utilisateur pour finalement mieux connaître son client. Et la dernière chose, c'est comment finalement les wearables vont nous affecter, nous, en tant que directeur marketing, en tant que marketeur. Et on connaissait déjà par exemple l'application Facebook Ad Manager qui vous permet de gérer vos campagnes de publicité depuis vos téléphones. Là, je voulais juste vous partager ça. J'étais au Japon la semaine dernière parce que notre siège social est japonais. Donc, je suis allé chez Dentsu, voilà, notre siège social. J'ai rencontré mes collègues qui m'ont présenté le tweet ticker qu'ils ont fait avec Twitter Japon. Ça permet quand on est une marque de suivre sur sa montre tout ce qui se dit en permanence sur sa marque, et il y a une sémantique qui permet de savoir si c'est positif, négatif, finalement d'être alerté en direct s'il y a une crise pour pouvoir réagir. Je vous lance une petite vidéo et j'aurai fini, ça dure 40 secondes. Tweets are sent per day on Twitter, reflecting current events in real time. This is a great marketing opportunity for advertisers. Twitter wanted a way to show CMOs the value of utilizing Twitter's ad products for their marketing activities. Our challenge: to make a tool that lets CMOs see what's trending on Twitter at a glance. Tweet Ticker was created by Twitter Japan. Tweets about brands or social trends are visualized on a timeline of a 24-hour circle. This function is particularly useful in cases of a crisis or flaming. The new concept of a watch changes the way CMOs do business. Tweet Ticker. Voilà, merci Nicolas. Alors Vincent, moi j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu pourrais toi aussi nous donner quelques exemples de wearable, et je serais assez intéressé d'avoir la définition, ou en tout cas la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un wearable et qu'est-ce que c'est qu'un objet connecté. Un objet connecté, c'est un objet. Voilà. L'autre jour, il y avait une analogie qui était de dire, est-ce qu'on peut imaginer une machine à laver sans tambour ? Je trouve ça assez intelligent. Les objets connectés, ça devient un non-sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les objets se connectent, ça paraît assez naturel. Donc voilà, il y a des objets, ils ont des connexions, très bien. Le wearable, aujourd'hui, dans la définition telle qu'elle est abordée par le marché, c'est un peu les objets connectés qu'on porte sur nous. Ça, c'est un peu la façon dont le marché est en train de se structurer. Moi, je préfère connecter à ça. J'aime bien le mot smart parce que ce qui m'intéresse dans le wearable, c'est l'intelligence de l'objet. De ce qu'on porte. Un top UV pour enfants, c'est quasiment du wearable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des vêtements qui vont utiliser des matériaux qui sont dits intelligents vont faire partie des familles de wearable. Le marché tel qu'il est, encore une fois, nous impose la vision de Google Glass, wearable. Fitbit, Jawbone et consorts, bracelet, wearable. Smartwatch, wearable. Très bien. Aujourd'hui, c'est plus ce que ça va importer à l'individu, cette intelligence qu'on va porter sur nous et comment elle va, avant même de faire de la publicité, améliorer notre confort de vie et nous accompagner dans le quotidien pour vivre un peu mieux. En effet, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est rendre tout ça un peu plus simple et faire que les choses se font un petit peu sans qu'on ait forcément besoin d'interagir avec elles. Donc voilà, moi, ce qui me plaît dans la notion de wearable, c'est des choses intelligentes qu'on porte sur nous
Aujourd'hui, ça passe beaucoup par des écrans, beaucoup par des capteurs. Ça va passer par des matériaux. J'avais une discussion tout à l'heure avec Pascal sur Carmat et ce cœur intelligent qui a été développé par une société française qui est, pour moi, c'est même plus du wearable, c'est on le porte quelque part, mais voilà, ça c'est des vrais sujets de société, ça va vraiment changer les choses, et voilà, on est dans une définition de plus de l'intelligence que simplement de dire c'est connecté à Internet. Petit truc assez marrant, un Jawbone dans sa première version, on dit que c'est un objet connecté, non. C'est des capteurs qu'on va brancher sur son smartphone via une prise jack. Donc, si on veut faire l'analogie du truc, c'est pas vraiment un objet qu'on connecte, c'est un truc sur lequel on peut récupérer des données. Mais les platines DVD se connectent via un port Ethernet depuis 10 ans. On les a pas classés dans les objets connectés. Donc, faut faire attention à ce. Alors, ça arrange beaucoup les marketeurs, les distributeurs d'avoir l'objet connecté comme étant un marronnier. Mais voilà, tout ça, c'est plutôt du registre de l'intelligence et c'est des objets, des produits qui sont un petit peu différents de ce qu'on connaît aujourd'hui et un peu plus intelligents. Et alors, quelques illustrations, quelques exemples La Casio, c'est une montre Casio qui est sortie il y a 15 ans, radio pilotée, qui se mettait à l'heure automatiquement. Ça, c'est un truc qui a très bien marché chez Casio, ça a 15 piges. Non, un vrai exemple, c'est l'Apple Watch. Ouais. C'est quand même assez intéressant de voir qu'en effet, voilà, il y a 1 million d'objets intelligents qu'on va porter, qui ont été précommandés, donc il y a une masse critique d'1 million. Les Google Glass, ce qui est extrêmement intéressant sur les Google Glass, c'est de voir à quel point le fait de ne pas les avoir pensés dans l'usage ont précipité leur échec. Et c'est pour ça que ça passe maintenant chez Ness, côté Tony Fadell, où on est plutôt chez des gens qui pensent à l'usage, alors que Google X est plutôt dans la recherche. Donc c'est intéressant de regarder ça. Les vrais succès du wearable aujourd'hui, si on peut appeler ça des succès, c'est plus tout ce qui est de l'ordre de la santé, on va dire connectée, avec ces outils, ces bracelets, ces capteurs qu'on porte sur nous. Voilà ce qui marche. On parlait de Sigfox. Sigfox, il faut savoir qu'ils sont, je crois, à la MAF depuis un certain temps. Ils équipent les systèmes d'alarme de la MAF. Un vrai succès d'objets connectés, pour le coup, sont les systèmes d'alarme. Ça, c'est factuel, ça marche, tout le monde en a chez lui. Voilà. Dans le wearable, il n'y a pas de grand succès aujourd'hui. Très clairement. Enfin, qui peut dire aujourd'hui, voilà l'icône de l'objet connecté? Si, le smartphone, en wearable, on le porte sur nous. Oui, c'est lui le vrai succès. Pour l'instant, chacun cherche un peu sa place. Par contre, moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup, c'est qu'on est sur la guerre corporelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut capter le poignet. C'est le poignet qui intéresse tout le monde. Enfin, corporellement, c'est un peu ça la cible. Modulo les chaussures avec certains équipementiers sportifs, mais c'est le poignet qui devient la guerre. Donc, on est plutôt sur une guerre de où est-ce qu'on peut réussir à s'insérer parce qu'on n'a plus de place. Moi, j'ai une montre à droite. Je vais pas la remplacer par une Apple Watch. Si j'en prends une, je la porterai à gauche. Voilà, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je fais? Ok, c'est intéressant. Louis-Marie, tu veux aller présenter 2 slides aussi? Moi, je vais présenter les slides d'une application qu'on a fait dans le domaine de la santé. C'était... attendez, voilà. Donc, on se retrouve à l'Institut du cerveau de la moelle épinière. On est à la PHP, à l'Institut de myologie. L'Institut de myologie, vous connaissez tous parce qu'une fois par an, ils font appel à votre générosité. C'est le Téléthon. Donc, on est en phase de maladies dégénératives, musculaires, et sur lequel aujourd'hui beaucoup de gens se battent et des médecins pour savoir le résultat des traitements médicamenteux. Et donc, ce que l'on a fait, on a utilisé le poignet des patients pour mettre des objets. Des objets, c'est des bracelets qui arrivent à capter l'ampleur du mouvement, aussi bien en hauteur que en profondeur, en termes de rapidité, etc. Et on met ça directement à la salpêtrière, ça leur fait pas mal, au poignet de patients, et on regarde à la suite de nouveaux médicaments, est-ce qu'il y a un ralentissement ou une accélération des mouvements musculaires. C'est ça du wearable, ça remonte après sur un big data. C'est fait avec Amazon et ensuite c'est restitué sur mobile. Donc le wearable, oui, à partir du moment où nous on voit des nouvelles applications dans le domaine de la santé. Celui-ci était le premier exemple. On a fait un autre exemple que vous connaissez qui est la voiture connectée. Alors la voiture connectée, vous pouvez tous aujourd'hui aller sur iOS. C'est l'Institut français du pétrole. L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles qui nous a demandé de faire quelque chose qui s'appelle GECO, G-E-C-O. Donc vous utilisez votre iPhone, il y a un accéléromètre, il y a de la géolocalisation et ça va vous permettre de vous dire en fonction du véhicule que vous allez choisir si vous êtes un éco-citoyen ou pas.
et on voit à travers ces capteurs, puisqu'il y a des capteurs dans la voiture, des remontées d'informations qui vont permettre de partir au niveau de l'assurance, de la construction automobile, mais également de la vie citoyenne. À quel moment les gens roulent vite ou pas vite dans votre ville? Aujourd'hui et demain, le wearable, j'ai regardé toutes les applications. On a des applications wearable dans les lunettes qui permettent au presbyte, aux stigmates de pouvoir s'adapter, qui permettent de donner des informations. Qu'est-ce que je vois? Du wearable dans les oreillettes, qui nous permet de parler dans des salons et de pas hurler. Et on va voir demain, au niveau des sonotones, en fonction de l'environnement sonore, des puces. On retrouve également dans des montres, dans des bracelets, dans des gants, dans des casques. Demain, les casques moto seront équipés de puces, dans des casques audio, dans des vêtements, dans des ceintures, dans des colliers. Les colliers pour chiens, il y a des expérimentations actuellement. Il est où mon chien? Donc vous avez deux choses que vous cherchez. Si vous avez des animaux domestiques, c'est votre chien une fois que vous avez ouvert la porte, et puis vos clés. Donc on va avoir partout des porte-clés. Et des chaussures. Le futur, s'il est mauvais, c'est un cabinet d'avocats que je ne vais pas citer, qui se retrouve à New York et qui a décidé de mettre des puces sur les bracelets de ses collaborateurs. Le collaborateur, il arrive directement au parking, le parking il s'ouvre. Lorsque vous, normalement, vous introduisez votre carte pour savoir que vous faites des photocopies, ben là, c'est la puce qui s'ouvre, etc. Donc on peut avoir des dérives, on reviendra à ce genre de choses. Le wearable, c'est un mouvement de fond, ça va arriver partout. Quand Facebook est arrivé, rappelez-vous, il y a 10 ans, alors c'était la génération un peu plus jeune, les gens se disaient mais c'est n'importe quoi, les gens ne vont pas raconter leur vie du matin jusqu'au soir alors que ça n'intéresse personne, et pourtant c'est existé, et c'est arrivé. Aujourd'hui, lorsque les gens vous disent mais c'est n'importe quoi, on va quand même pas mettre des puces partout, moi je pense que c'est un mouvement de fond. Après on va regarder par rapport à la Commission nationale des libertés, puisqu'il y avait une discussion avant-hier au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ça, mais partout où ceci aura de l'intérêt, alors moi je parle sur le monde B2B, dans le domaine de la sécurité et de la santé, ça va arriver. Philippe. Merci Louis-Marie. Alors ce que je voulais faire juste avant de redonner la parole aux intervenants, c'est aussi vous citer quelques éléments. On a réalisé à la MMA une enquête sur les objets connectés et le wearable. Alors aujourd'hui, on a une trentaine de réponses de grandes entreprises. Donc ce que je vais vous donner, c'est plutôt des indications et des grandes tendances sur les réponses qu'on a eues, plutôt que des vérités statistiques, puisque c'est sur un échantillon relativement réduit. Mais il y a quelques chiffres qui se dégagent de cette enquête et qu'il me semble intéressant de partager avec vous. Une des questions qu'on a posées dans cette enquête, que peut-être certains d'entre vous ont vu passer, c'est à quelle priorité en fait d'entreprise correspond justement à une stratégie de wearable et d'objets connectés. En fait, il y a deux éléments qui se dégagent des réponses qu'on a eues. Le premier, c'est pour proposer de nouveaux services, donc c'est vraiment une question autour de l'innovation. Et puis c'est conquérir de nouveaux clients. Mais ça c'est assez intéressant parce que clairement ça positionne en fait le marché du wearable dans les entreprises sur quelque chose d'assez proactif. L'autre chose également qui nous a semblé intéressant de partager avec vous, c'est on a posé des questions sur c'est quoi les raisons, c'est quoi les objectifs en fait d'investir dans ce domaine du wearable, des objets connectés. Et là il y a 4 éléments en fait qui ressortent de l'enquête. Je vous les cite par ordre de priorité. Le premier, c'est développer notre chiffre d'affaires. Donc c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a dit juste avant. C'est mieux connaître les usages de mes clients. Et c'est vrai que c'est aussi assez normal quand on y réfléchit. C'est apporter des services personnalisés à mes clients, existants ou nouveaux. Et enfin, c'est bénéficier d'une image innovante auprès des clients. Je pense que là aussi, c'est évidemment des choses qui doivent sonner de manière assez naturelle par rapport à ce que vous imaginez des wearables, mais ça vient sans certainement le concrétiser. Et puis, une chose qui est aussi assez intéressante, c'est savoir où est-ce que en fait cette décision d'investir dans les wearables a lieu dans les entreprises. Et en fait, là, il y a 2 départements qui sont un petit peu à l'origine de ces projets aujourd'hui. Le premier, c'est la direction marketing. C'est dans plus de la moitié des cas la direction marketing. Suivi quand même de manière très proche par la direction innovation, produit R&D, pour à peu près 40% des cas. Donc c'est assez intéressant de voir que là aussi ça touche, et on y reviendra sûrement dans cette discussion, beaucoup de constituants dans l'entreprise. Et puis enfin,
une chose qui nous a semblé assez intéressante et qui est probablement le reflet du fait que cette discussion elle est assez nouvelle dans les entreprises, et on a demandé aux entreprises de nous donner une indication du budget qu'ils ont alloué sur 2015 aux objets connectés. Et aujourd'hui, 3/4 des entreprises nous disent on investit en moyenne 50 000 € ou moins dans le domaine des objets connectés, ce qui, encore une fois, par rapport aux objectifs qu'on peut imaginer autour de ça, est relativement léger. Alors, ça c'était pour vous donner un petit peu tout l'arrière-goût, l'arrière-plan de ce qu'on fait avec les objets connectés. Maintenant, ce que je voudrais, c'est relaisser la parole à nos intervenants. Et Nicolas, je commencerai par toi. Est-ce que, en fait, les objets connectés, les wearables, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de réinventer un petit peu la façon dont on fait de la publicité ? Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, c'est pas un effet de mode. On a vu les projections tout à l'heure. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a Goldman Sachs qui dit qu'il y a 3 vagues de l'Internet. La première, elle a commencé en 96, elle a duré 20 ans pour connecter 1 milliard de PC. La deuxième, elle dure encore d'ailleurs 15 ans. Elle a commencé en 2006 et c'est pour connecter 6 milliards de mobiles. Et là, on est dans la nouvelle ère, la 3e ère, qui est finalement celle qui commence là en 2011 et qui va connecter, a priori d'après eux, 28 milliards d'objets connectés. Donc une mode, non, ça c'est sûr. Sur la nouvelle façon de réinventer la publicité, oui, l'erreur, ça serait de le faire comme on le fait avec d'autres supports. Donc ça serait tout de suite, on l'a vu tout à l'heure, on va forcément avoir envie de tout de suite mettre une bannière et de l'afficher, mais c'est pas comme ça, c'est pas ce qui marchera. On l'a vu avec le mobile, il a fallu s'adapter. Si on fait comme sur le PC de la publicité sur le mobile, ça marche pas, ça plaît pas, une toute petite bannière, c'est pas ce qui est impactant. Donc oui, il va falloir s'adapter et d'une nouvelle manière et lié aux usages des utilisateurs et en leur apportant quelque chose. Si on cherche juste à lui afficher un message pour qu'il l'imprime, ça peut marcher un temps et ça va vite devenir agaçant. Merci. Alors Vincent, je pense... Je voudrais compléter un truc. Moi, de manière plus générale, on est dans une révolution de l'individu. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut observer. Les objets et la partie connectée, ça tire des choses qui sont liées à la personnalisation, au contexte. Et par ailleurs, au-delà des objets, il se passe plein de choses. On parle d'économie circulaire, on parle de circuits courts, sharing economy, désintermédiation des modèles. Et on parle d'une révolution qui est plus une révolution sociale qu'une révolution industrielle. Donc on est sur une révolution de l'individu et l'objet va venir contribuer à ça parce que le fait qu'on rapproche de plus en plus le spectre de l'éditeur, de l'annonceur, du service, de l'utilisateur. Quand on regarde ce que dit Apple, par exemple, par rapport à sa watch, le premier argument, c'est personal. C'est qu'on est vraiment dans la gestion de l'individu. Donc, en termes de publicité, ce qui va changer, c'est qu'on sera beaucoup plus fin dans la connaissance, par la data. Mais de manière générale, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est l'usage qui va primer. Cet utilisateur aujourd'hui s'exprime, il est capable de dire qu'il n'est pas content d'un produit, il est capable de ne pas adhérer du tout à un produit et de faire que ça ne marche pas. Donc ne perdez jamais de vue en tant qu'annonceur que c'est l'individu qui décide aujourd'hui et c'est sa posture. Donc effectivement, tu as raison. Je pense que tous, autant que nous sommes ici, on perçoit bien l'intérêt au niveau personnel qu'on peut avoir à avoir certains objets. Maintenant, justement, qu'est-ce que ça serait les enjeux pour les entreprises et c'est quoi les opportunités? On en a peut-être listé quelques-unes, mais c'est quoi le gisement d'opportunités qu'on peut envisager aujourd'hui autour des objets connectés et notamment des wearables? Quand on est un directeur marketing ou un responsable marketing? Quand on est un directeur marketing, forcément, on se dit, alors nous, on les voit beaucoup, on parle beaucoup avec eux. Donc après, on parlera certainement de qui pilote un peu tout ça et c'est très compliqué et très vaporeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effet un peu de masque et de se dire il y a un nouveau truc, un nouvel écran, vite, on se précipite dessus. On en avait parlé sur une dernière table ronde. On est un peu en train de vivre ce qu'on a vécu au début du web avec il me faut un site web, ce qu'on a vécu au début des applications, il me faut une app. Et là, avec le wearable et les objets, il me faut une app sur un objet où je crée un objet. Donc il y a beaucoup de précipitation, c'est un peu brouillon. Et très souvent, on met des freins et on est parfois un peu tranchant en leur disant « mais attendez, ça n'a pas de sens ». Enfin, ce que vous êtes en train de décrire comme objet ou comme volonté de coloniser un autre objet, ça ne marche pas. Est-ce que pour vous, vous le consommeriez, ce que vous imaginez? Donc aujourd'hui, il y a ça. Il y a ce côté, il faut à tout prix y aller parce que tout le monde y va. Après, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va avoir de nouveaux usages qui vont naître de cela. Et en effet, on va pouvoir parler à nos consommateurs différemment, leur apporter du service. Dans les voitures, le keyless, par exemple, c'est
La voiture qui démarre toute seule, enfin qui démarre, j'appuie sur un bouton, j'ai plus besoin de sortir ma clé, c'est de l'objet connecté et voilà, ça a simplifié la vie du consommateur, c'est devenu une option chez Volkswagen, ça coûte 800 € peut-être ou 400 €. Ah, c'est de la valeur ajoutée quand on vend une voiture, c'est une option en plus. Donc il va y avoir plein de petits usages qui vont arriver par ces objets et encore une fois, c'est par le sens qu'on va utiliser et l'usage qu'on va aller chercher auprès du consommateur qu'on va créer de la valeur ajoutée, qu'on va créer du chiffre d'affaires. Maintenant, ça peut être par de la data qu'on va valoriser. Dans le sport, aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui vont remonter sur un match de foot. Ces données elles vont potentiellement être revendues à des chaînes de télé pour qu'elles les diffusent en télé. Donc ça sera la valeur de la data. Donc il y a plein de niveaux de valeur différents qui vont intervenir dans ce monde-là. Donc ça va créer un écosystème nouveau, certainement très généreux au démarrage. Mais le gros bémol, et ce que je tiens encore une fois à souligner, c'est faisons des choses qui ont du sens. Respectons notre consommateur. D'accord. Alors, Louis-Marie, justement, on parlait de tout cet engouement autour des wearables, mais ça serait quoi les freins qui existent à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour les marques, pour justement s'engager dans le marketing wearable et objets connectés en général? Alors, wearable, il y a deux choses. Il y a celui qui le porte et le reste du monde. On va prendre l'exemple des lunettes Google, les Google Glass. L'échec, c'était l'acceptabilité sociale. On n'a pas accepté que quelqu'un en face de moi porte des lunettes sans me le demander, m'inspecte, me regarde, me rentre dans un magasin, puisse prendre des photos, etc. Et c'est assez rigolo. Google a retiré, pour le moment, ces lunettes, et puis l'a mis d'un usage B2C vers un usage B2B, et maintenant l'affecte par rapport à des tâches très précises dans le domaine de la médecine et de la chirurgie, et dans le domaine de l'infiniment petit par rapport à la recherche et développement. Les freins, c'est nous tous. Est-ce qu'on a envie qu'on sache tout de nous? A priori, non, sauf si ça nous rend service. Alors, qu'est-ce qui peut nous rendre service? Je vais prendre un exemple sur lequel on travaille actuellement. C'est le gouvernement parle de la pénibilité. Et puis, vous avez des calculs de pénibilité en fonction de travaux que vous faites. Mais la pénibilité, c'est relatif. C'est quoi un travail pénible? Donc, un wearable va être capable de mesurer le niveau de lumière, le niveau sonore, le niveau de radiation. Et une pénibilité, c'est par exemple des gens qui rentrent dans des centrales nucléaires, on comprend ça. Avant, ils avaient un petit compteur Gégère, demain, ils auront des puces qui leur dira « Coco, tu n'as plus que 15 minutes, dans 15 minutes, il faut que tu t'en ailles parce que sinon tu risques d'être radié, etc. » Donc en fait, le frein, c'est que si c'est pas expliqué, si en face de vous, vous avez des puces ou des éléments qui vont capter des informations à votre dépens, parce que vous verrez des porteurs, que ce soit des vêtements, des bracelets. Mais par contre, si c'est expliqué aux parents pour dire « Oui, ton enfant est bien sorti de l'école à 17h, oui, je les géolocalise, et oui, il est bien rentré dans la garderie d'enfants à 18h », ça rend service. Donc des freins, comme tout ce qui arrive aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont critiquer, plein de gens qui vont dire « C'est pas génial, ça rend pas service, etc. » Maintenant, nous, à la MMA, on est de ceux qui pensent que c'est plutôt positif, que c'est là pour rendre service. Je vous ai donné un exemple dans le domaine de la santé. Je pourrais vous donner d'autres exemples dans le domaine de la sécurité. Actuellement, on travaille avec un grand groupe industriel sur lequel des gens qui font des rondes de sécurité vont passer devant des capteurs et directement, des puces vont voir qu'ils sont passés là. Ils vont pouvoir en même temps mesurer, prendre des photos par rapport à des températures, par rapport à des portes fermées, ouvertes, etc. On va essayer à travers du wearable de rendre des métiers moins pénibles. Alors oui, il y a encore des freins. Oui, c'est tout nouveau. Oui, regardons. Non, fermons pas la porte. Essayons plutôt de réfléchir en train de dire en quoi ceci peut rendre service à mes collaborateurs en termes de productivité, de santé au travail. En quoi ceci peut me rendre service dans la vie de mon entourage, mes enfants, ma maison, mes plantes. On peut trouver plein d'exemples. Et alors moi, Vincent, j'ai une question qu'on a légèrement abordée tout à l'heure, mais c'est quoi l'impact du wearable dans l'organisation? C'est qui les personnes impactées? C'est quoi les enjeux d'organisation, on va dire en général? Encore une fois, on est sur un sujet plus général qui est un sujet de transversalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de wearable, d'objets connectés, c'est avoir une vision transversale de ce que ça implique.
ce que ça implique en termes d'objets, de produits. Par exemple, si on travaille avec un responsable produit d'un groupe industriel, donc il va falloir être capable de parler de l'objet en lui-même. Il va falloir être capable de parler avec le département IT de ce qu'on fait de la data, comment elle remonte, où est-ce qu'elle remonte, comment on gère ça. Il va falloir parler avec le service client parce que les objets ils marchent, ils tombent en panne. Il va falloir parler avec le merch parce qu'il va falloir les distribuer, il va falloir gérer le positionnement en magasin. Donc grosso modo, aujourd'hui, nous ce qu'on voit, c'est que on parle avec plein de départements différents. C'est plutôt, encore une fois, dans l'enjeu de transfo digital de l'entreprise, comment j'ai des fonctions transversales qui sont capables d'adresser ces points-là. Mais le sujet, c'est celui-ci. Et c'est des fois compliqué pour nous, agences, quand on va discuter avec un annonceur et qu'on lui fait comprendre que son objet, il a du sens, mais plus que jamais, qu'il faut y aller. Et quand on y va, lui faire comprendre qu'il y a de la complexité, qu'un objet, par exemple, ça se sort pas en 3 mois. Ce n'est pas possible. Normalisation, coût de normalisation, circuit de fabrication. 3 mois, c'est pas possible, c'est 1 an. Et là, tout de suite, quoi? 1 an? Non, c'est pas un site web, c'est autre chose. Donc, il faut qu'il y ait une conscience et une connaissance de toute l'implication de ça. Et donc, ça va demander des nouvelles formations. Ça implique que dans les écoles, un certain nombre de gens soient formés à la compréhension des implications, que dans les pôles de direction, il y ait en effet des tête qui soit capable de décider, d'arbitrer. Donc c'est à intégrer dans la transfo digitale de l'entreprise. Voilà, c'est la transversalité de la fonction, encore une fois, parce que voilà, on est des choses qui sont assez complexes et qui font appel à plusieurs corps de métier, plusieurs champs de connaissances. Mais juste pour rebondir dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que tu peux pas engager un projet tant que tu as pas vraiment fait un genre d'adhésion générale de l'entreprise, ou est-ce que je vous donne rendez-vous sur l'omnicanalité. Donc on est exactement dans ces problématiques-là, c'est-à-dire que si en plus on pourrait d'ailleurs se raccrocher à l'omnicanalité, c'est que un objet, ça doit être vu d'un prisme global avec une adhésion de l'ensemble de l'entreprise. Ça fait partie d'un mouvement important et peut-être encore plus important qu'une interface digitale parce que les implications financières sont massives. Donc en effet, il faut qu'il y ait une adhésion collégiale, collective au projet d'objet. On peut pas le monter en silo. Il y a trop d'implications. Enfin, très clairement aujourd'hui, si on parle d'un objet en fabrication qu'on veut lancer, on n'est pas sur des tickets à 50 000 euros, on est sur des montants qui sont bien supérieurs, qui sont plutôt de l'ordre de la centaine de milliers d'euros. Donc de toute façon, un département innovation, c'est pas le piloter. Il sait prototyper, il sait faire tout seul, mais quand il voudra rentrer en phase pré-indus, il passera sur une chose plus globale. Après, encore une fois, on en avait parlé. Là, on parle de fabrication d'objets. Faire une application sur des Google Glass, sur une Apple Watch, venir utiliser une balance Terraillon ou une balance WeSings avec ses API pour pouvoir récupérer la donnée, c'est moins impliquant, c'est un SDK intégré à comprendre. Donc là, c'est le département digital qui, naturellement, va venir réintégrer les objets dans son écosystème. Si on parle du wearable en tant que tel, et demain se dire, je veux, moi, créer un t-shirt avec un capteur de sudation pour analyser la sueur de mon utilisateur et savoir si elle est salée, parce que ça veut dire que potentiellement il a un problème d'acidité corporelle, donc il faut qu'il aille voir son médecin. Les champs d'implication sont très importants. Donc là, c'est une adhésion bien évidemment de l'ensemble. D'accord. Nicolas, même si on est dans les premiers balbutiements des campagnes, qu'est-ce qu'on peut attendre comme ROI de campagne mobile aujourd'hui sur des wearables? Alors effectivement, c'est difficile de se prononcer dès maintenant là-dessus. Et puis, il y a plusieurs types de campagnes. Il y a ce qu'on appelle souvent les campagnes branding. Donc j'ai une marque, je veux qu'elle soit le plus connue possible parce que à Noël, quand je vais penser acheter mon foie gras, il faut que je pense en premier à cette marque d'abord. Donc augmenter sa notoriété, etc. Sur ce type de campagne, si on parle de l'Apple Watch ou des watches en général. Typiquement, là comme ça, je dirais que ça serait plutôt négatif. La surface d'expression est plutôt petite, donc sans doute pas très impactant. Effectivement, on peut se dire que j'aurai des résultats, puisque après chaque campagne, on fait des post-tests et on essaye de savoir justement, suivant le média qu'on a utilisé pour communiquer, qu'est-ce qui nous a apporté le plus de notoriété justement. Là, je me dirais plutôt que ça serait négatif comme ça. Hein, c'est une intuition, je sais pas. Il faudra effectivement le tester. Par contre, et je reviens à la data et la valeur de ce que ça va nous apporter. Si on le pousse au bon moment, parce que on sait que cette personne en tête, là, du coup, j'ai que l'exemple de la station essence. Effectivement, je suis dans ma voiture, mon niveau d'essence est bas. À ce moment-là, on me pousse une publicité qui me dit voici 5% dans la station Total la plus proche. Là,
là, c'est un impact qui est très puissant. Et même si je suis seulement sur ma montre, même si regarder sa montre en conduisant, c'est peut-être dangereux, et c'est donc sans doute un mauvais exemple, mais là, je peux parier qu'on aura un ROI important. Donc finalement, juste la surface d'expression, comme ça, j'aurais tendance à dire qu'on aura un ROI assez négatif. Mais en fait, ce que la data va apporter, et on va aller encore plus loin parce que c'est un objet intime, le plus intime, proche de la peau. Et je rigolais pas tout à l'heure quand je dis le battement du cœur. On va avoir, un peu comme vous allez sur votre application météo aujourd'hui, qui, parce que c'est une application météo, vous avez accepté la géolocalisation. Donc on vous pousse une publicité où on vous dit voici le magasin le plus proche. Vous allez utiliser une application de santé qui connaîtra en permanence votre rythme cardiaque, et on aura fait des études, parce qu'on va les faire, pour savoir si quand je suis au calme, ma mémorisation est meilleure en termes publicitaires. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui vont être apportées et qui sont plutôt prometteurs. D'accord, merci Nicolas. Dimitri, tu nous as rejoint, merci. Tu vas peut-être juste en 2 secondes te présenter. Et j'ai une question pour toi aussi, un petit peu à la volée du coup. On a parlé pas mal ici donc des wearables. Est-ce que tu pourrais parler justement de l'effet potentiellement disruptif que peut apporter le wearable dans le marketing et plus généralement le business des entreprises dans lequel il est intégré? Oui, pardonnez-moi pour mon retard. En fait, j'accompagne les entreprises qui réalisent des objets connectés ou alors qui veulent utiliser des objets connectés, justement comme levier de business. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Déjà, dans le wearable, il y a 3 choses auxquelles il faut penser. C'est qu'à partir du moment où, c'est wearable, donc c'est quelque chose qui est mobile. Donc, on va avoir beaucoup d'informations aussi bien environnementales, des informations qui sont personnelles, mais aussi on va avoir des informations de géolocalisation, ce qui permet de contextualiser et potentiellement aussi d'apporter un certain nombre d'offres personnalisées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes quand on est dans le domaine du wearable. Contraintes, par exemple, en termes de taille, de batterie, aussi des contraintes en termes de transmission de données. Et la troisième chose, et on l'a vu avec notamment l'iWatch, c'est qu'il y a 1 million de précommandes, donc c'est un marché de masse. Et comme c'est un marché de masse, ça signifie que tous ces éléments-là, il y a des contraintes énormes, on va pouvoir avoir des coûts, des réductions, des économies d'échelle qui sont énormes, qui vont ensuite intégrer de plus en plus les objets connectés de manière large. Ça, c'est une première chose. En termes de disruption, il y a un autre point qui est intéressant de voir. Alors, très rapidement, je vais basculer un petit peu sur la partie plus objets connectés. Il y a une grosse bataille qui est en train d'avoir lieu entre, d'un côté, les distributeurs et les entreprises qui ont un contact avec les clients. Pour donner un exemple, une entreprise comme Danone a un certain temps créé un prototype qui s'appelle le Smart Drop, et l'objectif était justement de créer un lien direct avec le client, ce qu'il n'avait pas auparavant, puisqu'il passait par des distributeurs. Évidemment, il doit gérer cette relation client, mais il n'avait pas ça auparavant. Amazon a récemment sorti Amazon Dash. Ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, Amazon a voulu couper l'herbe sous le pied de toutes les marques en proposant un produit qui est qui est très simple, c'est simplement un bouton et qui ensuite permet donc de commander par exemple des produits ménagers ou d'autres choses. Donc on travaille avec des marques par rapport à ça et ça permet à Amazon par exemple d'éviter d'être des intermédiaires. Pourquoi je dis ça? Ça signifie qu'au lieu d'avoir par exemple des Danone ou des Ariel, etc., qui entre guillemets vont s'adresser directement aux clients, eh bien eux ils se réapproprient le lien direct avec le client. Et juste pour terminer par rapport au wearable, c'est que se pose un troisième point, c'est lorsqu'on voit une entreprise effectivement comme Apple, ça peut être Google aussi, eh bien on peut effectivement avoir des boutons, mais on peut imaginer aussi 2 autres scénarios. Le premier scénario, c'est que on peut utiliser sa montre. Et à ce moment-là, on mettrait par exemple un tag directement sur un certain nombre de produits. Et après, effectivement, ça permettrait de commander à distance son produit. Ça, c'est une première chose. Et à ce moment-là, on n'aurait plus besoin d'avoir de boutons. Deuxième possibilité aussi, c'est que les machines vont au fur et à mesure intégrer, Whirlpool le fait déjà, va intégrer des éléments qui vont pouvoir remonter des informations. Ce qui permet alors pour le coup aux producteurs directement de se réapproprier la relation directe avec le client. Et la disruption derrière, ça signifie que un des risques pour un certain nombre d'entreprises, pour terminer par rapport à ça, c'est la possibilité de se faire ce qu'on dit ubériser. Grosso modo, c'est qu'une entreprise qui devienne un intermédiaire entre le client et les entreprises traditionnelles. Pour prendre un autre point, c'est un exemple, imaginons que j'ai un stylo connecté qui me permette
de connaître le taux d'hydratation de ma peau, si j'ai des rides, si j'ai des points de beauté, etc. L'entreprise qui a ça, eh bien, potentiellement, elle pourrait tout à fait proposer des produits L'Oréal, Procter & Gamble, Unilever, etc. De telle sorte que la relation directe avec le client, ce serait l'entreprise qui aurait ce stylo, et non L'Oréal, Procter & Gamble. Et donc là, c'est une façon d'être ubérisé en fait par ce type de produit. Donc ça, c'est une des disruptions qui potentiellement risque d'arriver avec un combat incessant entre les distributeurs d'un côté et les marques. On peut peut-être faire d'ailleurs juste un petit test ensemble. Qui sont ceux d'entre vous qui ont déjà essayé une montre connectée, Apple ou autre, juste pour avoir une petite idée de la présence de ce genre d'outils? C'est encore très très en amont, je pense, par rapport à beaucoup d'usages. Moi, j'avais une question, Louis-Marie, sur justement l'évolution de tous ces wearables. On nous prédit globalement que dans à peine quelques années, on parle de 2-3 ans, il va y avoir entre 10, 20 ou même 30 fois plus d'objets connectés, de wearables, qu'il y a en fait de mobiles dans le monde. Est-ce que ça veut dire quelque part que le marketing mobile tel qu'on le connaît, il va disparaître et on va parler du marketing des wearables ou du marketing de l'IoT? Non, n'oubliez, je crois pas. C'est pas parce que les objets connectés vont arriver en masse que chacun d'entre nous dans cette salle va en utiliser dans sa sphère privée et sa sphère professionnelle que le marketing va changer. En rien, d'après nous, le wearable est une finalité, c'est juste un moyen. Donc est-ce que le web a changé le marketing? Je crois pas. Le marketing s'est adapté au web. Est-ce que le mobile a changé le marketing? Je crois pas. Le marketing est rentré dans la poche. Ça a juste changé quelque chose. On a fait ce qu'on appelle du marketing de permission. On vous a demandé la permission afin de communiquer avec vous directement sur votre mobile. Est-ce que le wearable va changer le marketing? Je crois pas non plus. C'est ni plus ni moins un autre moyen de rentrer en communication avec un objet, de recevoir des informations et de partager des informations. Une réaction ou un complément d'information de l'autre côté là? Je suis tout à fait en phase avec Louis-Marie et ça nous évitera, encore une fois, pour en parler de l'organisation de l'entreprise, on aime bien souvent faire le trait d'humour, on cherche le responsable des montres, le chef de projet montre, ce qu'il est dans la salle. Donc ça va éviter justement cette espèce de segmentation qu'on a vue avec, et cette hérésie, le marketing du web, le marketing du mobile. Alors, à une époque, il y a eu le marketing de la TV connectée. Voilà, aujourd'hui, c'est pas le sujet. On est encore une fois sur le marketing de l'individu. Dans sa customer journée, dans ce qu'il fait le matin, le midi, le soir, et comment on a différents points de contact avec lui sur différents supports, qui sont des panneaux d'affichage qui se digitalisent, des points de vente, des objets, des smartphones, des wearables. Voilà. Tout ça, encore une fois, c'est un seul et même individu qui se retrouve à plusieurs points de contact. Et ça, il faut vraiment le garder en ligne de mire. Alors moi j'ai une question pour vous tous, donc allez-y. Une petite dernière. Oui, la dernière. C'est quoi les grands enseignements ou quelque part les ratages que vous avez vus, s'il y en a qui sont intéressants en termes d'enseignement justement, sur lesquels vous pourriez justement partager un certain nombre de retours d'expérience avec les gens qui sont ici? Oui, moi il y a un point, c'est que lorsqu'on veut faire des objets connectés, il y a énormément de choses à mettre en place, hein. Aussi bien en termes d'application, de facilité d'utilisation, et une des choses aussi qui est essentielle, il faut tenir compte de toute la partie système d'information, l'intégration. Donc grosso modo, il y a énormément d'étapes et en termes je vais prendre un exemple, le bouton de Darty, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet à Darty effectivement d'avoir énormément d'informations sur ses clients et de directement répondre lorsqu'il y a une panne. En revanche, aujourd'hui, le modèle économique, c'est un abonnement qui est d'environ 3 €. Le modèle économique, en fait, ne correspond pas. Personne n'est prêt à payer de manière mensuelle pour avoir un bouton lorsqu'on a une panne. Donc on voit que là, c'est un exemple. Après, il y a d'autres choses. Moi, j'ai pris juste très rapidement, mais parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Mais j'ai un bouton. Ça, c'est un bouton, c'est The Button, qui est notamment utilisé par Taxi Bleu pour justement faire un appel de taxi. Le point, c'est que c'est un des trucs tout bêtes, mais lorsqu'on regarde en termes de design à l'intérieur, pour commencer à le connecter, il y a une petite micro-prise USB qui est très mal fichue. Donc moi, j'ai cherché pendant un certain temps pour le faire. C'est des choses toutes bêtes.
Et ce qui signifie qu'il faut regarder le ratage. Ce serait justement de ne pas regarder l'ensemble des différentes étapes pour qu'on ait un service qui soit complètement fluide de bout en bout. Et il suffit qu'un seul manque, modèle économique, simplicité d'utilisation qui n'y est pas, ou d'autres, pour que ça rate. Dernier point aussi, ça c'est plus pour comme levier, c'est très important de commencer maintenant, mais aujourd'hui il est possible d'investir peu, avec peu de risques, et après vous augmentez votre investissement, et à ce moment-là toujours en réduisant vos risques. Il faut toujours que l'investissement soit inversement proportionnel au risque. Quelques autres feedbacks? Ouais, alors en termes de conseils, ça serait le premier, pour éviter un loupé, ça serait de juste, voilà, ça va être quand même une révolution qui est devant nous, ne pas non plus passer à côté. Donc vraiment regarder, être pertinent dans ce qu'on souhaite faire et pas y aller pour y aller, mais ne loupez pas ça. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Là, il y a l'info, je l'ai vu avant d'arriver. Voilà. Avec l'Apple Watch, Apple a battu le record de l'iPad en termes de vente. Voilà, donc a priori, ça va être un phénomène. Il faut le suivre et voir comment les offres vont arriver. Hein. Ça, faut pas avoir peur. Il y a des gens qui vont avoir des bonnes idées et il faudra sauter dessus. Et la deuxième chose, c'est attention à la curation. On est sur un petit écran, il faut être pertinent. Plus on est sur un petit écran, finalement, plus il faut que le message soit le plus pertinent. Sinon, ça va être jugé encore plus intrusif qu'une publicité sur le mobile, plus intrusif qu'une publicité sur le PC. Donc, faut être pertinent et avoir le bon message. Louis-Marie ? En conclusion, le wearable, c'est une évolution. Hein, c'est pas du tout une révolution. C'est juste une évolution. Donc cette évolution elle va évoluer avec l'usage. Posez-vous la question en quoi cette évolution va-t-il continuer à rendre service à mes collaborateurs, à mes clients, à mes prospects, à mon entourage. Dès que vous avez un début de réponse, n'hésitez pas à venir nous voir, nous, agence de la MMA. On fera des protos à vos côtés, mais allez-y, lancez-vous. Et moi, dernier point, c'est dans vos méthodologies de travail, intégrer ce qu'on appelle, maintenant tout le monde connaît à peu près l'acronyme, mais l'UX, donc l'expérience utilisateur. Ce que Dimitri montre, en théorie, ça n'arrive pas, ça n'existe pas si vous avez eu un test utilisateur dans votre phase de production. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez pris un utilisateur, vous lui avez mis le produit en main, vous lui avez dit voilà scénario d'usage, tu as reçu le bouton, connecte-le. Si en test d'observation, on s'est rendu compte qu'il y a un problème, alors on corrige le tir. Ça, c'est valable pour tout le monde digital aujourd'hui, c'est de changer ses méthodos en réintégrant l'utilisateur très tôt dans le process. Donc du Lean UX, de l'Agile UX, bref, mettez l'utilisateur au centre. Prototypez, testez, prenez des murs, prenez-les très tôt, donc lancez-vous très vite sur les objets et n'ayez pas peur de prendre des claques. Vous ne sortirez pas le killer product, ça sera compliqué. Vous allez apprendre par contre, et certainement qu'à phase de maturité du marché, certainement l'année prochaine avec la V2 de l'Apple Watch, on aura vraiment des produits très matures. Cette année, c'est l'année du test, c'est l'année de la confrontation à l'utilisateur, donc intégrez-le très vite dans votre façon d'itérer et de concevoir. Je pense que c'est la clé, parce que c'est lui qui a la solution au final, et ça sera par l'usage que la guerre va se gagner. Merci Vincent. Alors moi j'ai essayé de garder quelques minutes pour éventuellement prendre une ou deux questions de la salle. Je ne sais pas si y en a certains d'entre vous qui ont des questions par rapport à ce dont on a parlé ici. Si c'est le cas, levez la main, n'hésitez pas. Oui, madame. Je veux jouer un peu l'avocat du diable. Mais concernant les bracelets électroniques, donc on dira un des premiers objets qui était vraiment adapté par le grand marché. C'était un peu les cadeaux de Noël de beaucoup de personnes cette année et l'année dernière. Et on a déjà les données du marché américain qui disent qu'en fait, je ne vais pas mentir sur le chiffre, mais il me semble que 50 ou 60% des personnes ont déjà délaissé leurs bracelets, ils les mettent plus. Et donc ma question est que on voit de plus en plus Nest par exemple, on en parle depuis 2-3 ans aux États-Unis, on a vu une très belle publicité dans les métros parisiens Franklin Roosevelt, mais personne n'en raffole, on le voit pas vraiment tellement adapté. Donc je me demande, est-ce que vous auriez en termes de grandes tendances déjà une idée, une image de comment les objets vont adapter, mais je pense pas vraiment aux malades, aux utilisations spécialisées, mais vraiment de consommateurs quotidiens qui va vraiment comment ces objets vont entrer vraiment dans
dans l'univers Vas-y, comme tu veux, de mais, tout le monde. je compléterai ou pas Moi, il y a trois choses qu'il faut toujours garder en tête. Le premier point, c'est que ce qu'apporte, quel est le vrai service qui est apporté par le bracelet, par exemple bracelet connecté. Si on peut avoir l'information de par ailleurs, comme un smartphone, grosso modo, il sert à rien. Et ensuite, quelle est la contrainte que ça va être aussi pour l'utilisateur. Typiquement, il y a eu un effet de buzz. Les gens qui veulent vraiment surveiller le nombre de pas, il n'y en a pas tant que ça. C'est comme pour le poids, il y en a pour lesquels c'est important d'autre part. Après, je vais prendre deux exemples. Premier exemple, c'est, imaginons un McDo, vous avez un bracelet connecté qui vous permet de payer et qui nécessite que vous portiez toujours ce bracelet sur vous. Ça n'a aucun intérêt. Vous êtes dans un lieu de vacances, c'est un festival de musique, vous n'avez pas envie de prendre votre portable avec vous, ni de sortir votre smartphone, vous avez besoin de payer ou de dire aux autres personnes où vous vous trouvez, eh bien là effectivement c'est un vrai intérêt parce que ça apporte un service différenciateur par rapport au smartphone que vous n'avez peut-être pas, et en plus vous êtes prêt à le porter parce que vous le portez pour une certaine période. Donc toute la question c'est pour quelle utilisation vous avez, et si vous partez de là vous pouvez effectivement avoir des vrais usages, notamment pour des gens qui sont malades ou pour d'autres usages comme le festival. Vincent, tu voulais... Ouais, votre exemple est hyper bon sur les bracelets, c'est 30 jours. Jawbone notamment, c'est 30 jours. C'est-à-dire qu'on achète le bracelet, on le porte 30 jours, on le délaisse. Valeur, ce que dit Dimitri est juste, la valeur apportée par Jawbone, si vous l'avez porté, enfin Jawbone ou autre, c'est toujours la même donnée qui remonte parce que vous êtes un peu calibré, vous faites du sport le week-end, vous faites, 10 000 pas la semaine, 3 000, vous faites à peu près la même chose. Là, je suis beaucoup plus partagé, c'est sur Nest, parce que Nest, c'est certes grand public, mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue énergéticien américain. Ils ont vu l'intérêt de Nest dans la gestion de l'énergie et du smart grid. C'est-à-dire que Nest, c'est apprendre du comportement de l'individu au niveau du thermostat et réguler la température de son habitat en fonction de ses comportements. Donc économiser de l'énergie et donc mieux maîtriser l'énergie. Ça, c'est un point de vue énergéticien. Moi, j'ai travaillé avec GDF Suez sur du thermostat connecté, le programme Zenbox. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, piloter son thermostat, gérer des températures de confort et autres, c'est quelque chose que l'individu attend. Aujourd'hui, c'est en train de s'intégrer dans les foyers et les gens, en test utilisateur, sont vraiment ravis du fonctionnel. Donc, les bracelets, oui, intérêt limité. Nest, plus partagé parce que j'ai pas vu beaucoup de choses qui critiquent Nest. Nest, hormis la fiabilité sur les détecteurs de fumée, mais Nest est plutôt extrêmement intéressant justement comme entreprise, c'est qu'ils ont la partie UX de Fadel et puis la partie servicielle des objets qui pour le coup a du sens. Et le détecteur de fumée qui vous parle au lieu de gueuler, moi je trouve que c'est déjà un peu plus malin que simplement, j'ai eu un incendie il y a 15 jours, j'aurais bien aimé avoir un détecteur un peu plus intelligent que ce que j'ai eu qui n'a pas sonné, et je pense qu'ils ont des niveaux qui sont intéressants d'un point de vue encore utilisateur. Donc oui, vous avez raison, 1000 fois. Attention à modérer sur certains axes, notamment l'énergie, où c'est par là que l'objet connecté est en train d'exploser pour le coup. Voilà, alors malheureusement on n'a plus le temps pour d'autres questions, mais la bonne nouvelle c'est qu'on reste à votre disposition si vous avez des questions, donc tous les gens qui sont ici y répondront avec plaisir juste après. Ce que je voulais juste d'abord c'est vous remercier d'être venus, vous remercier des questions et de votre attention, et vous dire également que je vous engage à venir sur le site de la Mobile Marketing Association. Il y a plein d'informations que vous pourrez trouver sur le monde du marketing mobile. Il y a notamment un baromètre qu'on sort trimestriellement qui est gratuit, il vous suffit de vous connecter, et sur lequel on commence à intégrer un certain nombre d'informations justement sur le monde du wearable et des objets connectés. Donc je peux que vous encourager à venir sur le site, c'est www.mmaf.fr, et venir télécharger ce baromètre et tous les autres outils qu'on a à votre disposition sur le site. Merci encore de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Merci.